Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode dédié à la JP Elite et au basket français. Je suis heureux de retrouver Vince, Thomas et Fred pour parler notamment de tous les Américains qui ont pu fouler le parquet français, que ce soit dans les différentes compétitions et différentes divisions. Vous avez été nombreux à partager vos top 5 et vos top 10 sur Twitter. On va pouvoir en parler et puis chacun des chroniqueurs ici pourra donner les Américains qui les ont marqués sur les dernières décennies. On pourra aborder tout ça. Et derrière, il y a évidemment le dossier de Pau qui est gros sujet français actuellement avec l'intention de rachat, en tout cas d'un groupe américain, d'un consortium d'investisseurs américains. On pourra en parler, on essaiera de décrypter tout ça, de vous analyser tout ça, de vous expliquer en détail et de vous donner un petit peu notre avis quant à cette situation et quant à ce potentiel rachat. Je dis bien potentiel parce que ce n'est pas encore signé, ce n'est pas encore officiel. Bonjour messieurs, fait plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Salut à tous. Salut. Alors, messieurs, on va se lancer sur le premier sujet. On va parler des Américains. C'était un dossier qui avait été traité par Basket Le Mag dans le dernier numéro. Le prochain sort vendredi. On est un peu tardé sur ce traitement, mais avec les vacances, ça a été un petit peu compliqué. Là, l'idée, c'est de pouvoir vous donner la parole, nous raconter un petit peu les souvenirs que vous pouvez avoir sur les joueurs américains qui ont pu passer dans notre championnat français, que ce soit en GP/Pro A ou même dans les divisions inférieures, si vous avez des souvenirs les concernant. Qui veut se lancer pour parler? J'imagine que vous êtes plus 2000 et post-2000. Je ne sais pas si Vince, tu veux commencer avec tes premiers souvenirs? Ouais, enfin moi, mes premiers souvenirs, c'est le triplé de Limoges en 2000. Donc, c'est pas si lointain que ça, ça remonte à une vingtaine d'années. Et puis, c'est surtout Marcus Brown qui était phénoménal et c'était vraiment une chance de pouvoir le voir évoluer en championnat de France. Donc, non, j'avais des étoiles plein les yeux. C'était ma première année où je m'intéressais au basket et c'est vrai que Marcus Brown faisait scintiller le CSP sur cette saison-là. Voilà. On a beaucoup de... Dans tous les Américains qu'on va citer, il y a quand même pas mal qui sont passés par Limoges à travers les 30-40 dernières années. Du coup, là, tu nous en citais un avec Marcus Brown. Thomas, tu avais ton premier souvenir, là, comme ça, la première chose qui te revient en tête? Moi, j'avais noté plutôt, alors bon, je me suis intéressé un peu plus tardivement à la LNB de manière globale, plutôt sur les années 2010. Donc, c'est plutôt la tranche 2010-2020 qui m'a marqué, qui a retenu mon attention. Et moi, c'est un exemple beaucoup plus récent, mais c'était Franck Hassel, moi, qui m'a marqué sur ces dernières années. Alors, ça paraît un peu court comme joueur, mais j'ai toujours apprécié le joueur qui était un peu intemporel dans sa manière de se déplacer, de se comporter, que ce soit sur et en dehors du parquet. J'ai trouvé que c'était un sacré personnage qui a laissé une empreinte assez importante dans des villes entre guillemets de seconde zone, comme Boulazac en Pro B dans un premier temps, comme Le Portel, où il a réalisé une saison de mammouth au point de pouvoir porter le Portel en play-off sur la saison 2017-2018, et aussi sur les années suivantes, notamment en sauvant Cholet de la relégation plus récemment. Donc moi, c'est un des joueurs qui, à titre personnel, m'avait marqué de par sa manière d'être sur le terrain et en dehors du terrain, parce que c'était quelqu'un avec qui on pouvait vraiment parler de tout et n'importe quoi, qui s'intéressait à beaucoup de choses et qui, donc, depuis, a, je crois, mis fin à sa carrière et s'est lancé dans la musique avec un ou deux albums de rap qui, notamment, ont été lancés au cours de sa dernière saison à Cholet. Mais oui, moi, c'est un personnage qui m'a marqué plus qu'au-delà du joueur. Ça, c'est une première impression bien complète. On a souvent l'impression aussi que ceux qui le marquent le plus sont ceux qui restent le plus longtemps. Mais on aura quelques exemples qui prouvent le contraire avec des joueurs qui sont passés peut-être sur 2 saisons et qui ont été tellement stratosphériques qu'ils ont été réclamés par d'autres clubs et qui ont juste quand même marqué notre championnat. Fred, toi, ton premier joueur comme ça qui t'est venu à l'esprit quand on a parlé de ce sujet? Moi, je me suis posé la question, et en fait, le premier qui m'est venu à l'esprit, il y en a qui sont restés longtemps dans les clubs qui me sont venus à l'esprit, que j'ai noté, mais le premier, c'est Marc Saliers. Ouais. Marc Saliers, parce que je suis dans les tribunes à Pau, en fait, en 2004, quand il dispute la finale contre Gravelines, et je me dis, mais c'est qui ce bestiau? C'est qui ce joueur qui a un physique de fou, qui dégage un charisme incroyable et qui marche sur le match retour de la finale contre Gravelines avec Pau et qui va ensuite faire une saison incroyable à Gravelines avec dans le trio Spencer Harper. Voilà. Et en fait, c'est lui tu me dis, l'Américain qui m'a le plus marqué, comme ça, d'un coup, c'est lui, en fait.
c'est Marc Saliers pour le charisme, voilà, l'impression générale et l'impression de facilité totale qu'il dégageait sur un terrain. Alors, pour donner un peu de contexte à Marc Salyers, on a son parcours un Pau Orthez en 2004, évidemment, champion avec Pau en 2004. Ensuite, il a fait Gravelines Dunkerque, tu le disais, en 2005. Roanne de 2006 à 2008. Il a été encore une nouvelle fois champion en 2007 avec Roanne. Il a été élu MVP de la semaine des As, ou la MVP des As, comme on disait à l'époque, et de la finale en 2007. Donc, il avait déjà un énorme palmarès. Son surnom, c'était Hollywood. Est-ce que vous saviez ça? Bah, ça correspond. C'est Ouais, une rockstar. Complètement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment. C'est le mec musclé à la tête de l'américain, carré, complet. Enfin voilà, j'ai vraiment me suis posé la question en fait parce que un américain qui marque, comment ça peut te marquer? Pourquoi ça peut te marquer? Tu l'as dit, il y a la durabilité dans les clubs LNB et j'en ai d'autres dont on va parler après. Mais vraiment lui, voilà, c'était même pas parce qu'à Rouen, je l'ai un peu moins vu jouer en vrai, on va dire. Mais voilà, juste la finale à Pau en fait, le match de la finale à Pau, juste ça m'a marqué durablement. Et ensuite, évidemment, comme il a été champion en plus à Roanne derrière, ça ça rajoute. ancre. Et du coup, juste petite précision encore pour montrer le niveau de facilité de ce joueur. Il a quand même terminé avec Rouen meilleur marqueur de l'Euroleague avec Rouen. Donc, du coup, quasiment 22 points de moyenne par match, Et il fait un match à notamment 40 points, je crois. face au Fener. Ouais, Ouais, voilà. tout à fait. Pour montrer le niveau de ce joueur qui se baladait à l'intérieur. Tu allais dire quelque chose, Vince? Non, je disais juste que bah, c'est une rockstar. Enfin, c'était vraiment une rockstar quand moi je me souviens des images du titre rouennais, enfin de Rouen en 2007. En 2007, ouais, et bah, on se souvient un peu des images où il se balade sans t-shirt un peu comme J.R. Smith dernièrement en NBA, mais voilà, il célèbre le titre et puis il a toute la nuit, tu le vois fêter le titre en mode bodybuildé avec des tatouages partout. La crête, il avait une crête aussi à l'époque, on s'en souvient bien. Donc c'était vraiment un look aussi qui était marquant à cette époque-là. En tout cas, Marc Salyers, il a récolté pas mal de votes, en tout cas sur Twitter, hein. En tout cas, jusqu'au décompte à lundi soir, avant la dernière salve de vote, il y avait plus de 6 ou 7 personnes qui le mettaient dans leur top 5 direct. Donc, ça montre aussi l'impact qu'il a eu auprès de vous qui nous suivez sur Twitter. Euh, Quelqu'un a d'autres joueurs là comme ça dont ils ont envie de parler là? Alors moi, il y a un joueur atypique qui m'a marqué parce que bon là, tu nous as ouvert aussi le champ d'exploration vers la seconde zone. C'est Nate Carter, intérieur d'1m98 qui était. Alors je ne sais pas s'il était MVP, mais il me semble qu'il était MVP avec Nanterre quand ils sont montés de Pro B en Pro A. Il a rendu de fiers services à Nanterre en Pro B et il dominait. Il était très technique sur les appuis au sol et il dominait la Pro B et il a offert une belle montée en Pro A à la JSF Nanterre à l'époque. Et c'est vrai que c'était un joueur assez atypique qui est passé par Charles-Reims après et qui après a disparu de la circulation. Mais c'est un joueur qui m'avait vraiment marqué parce que 1m98 dominer la Pro B comme ça et faire monter la JSF Nanterre à l'époque, c'était vraiment quelque chose. J'étais dans les tribunes et c'était vraiment un souvenir inoubliable. Et puis c'était un joueur vraiment assez particulier. Voilà. Thomas ou Fred? Bah, moi, j'ai plein de noms en fait qui me sont venus, mais j'ai essayé de les classer un petit peu, tu vois, mais c'est jamais évident. Mais j'avais envie de ressortir une paire de meneurs. J'avais envie de ressortir David Holston parce que justement, tu parlais de la durabilité, de la longévité dans un club. Et c'est vrai que ça fait 5 saisons à Dijon, qu'il a été MVP, qu'il se passe quasiment toujours quelque chose, ou que tu attends toujours quelque chose de David Holston dans les fins de match serrés, et que bah, le gars, il a quand même souvent répondu à ça. Et j'avais envie de sortir aussi DJ Cooper, parce que je l'ai vu une saison à Pau et que c'était incroyable. C'était incroyable. Il y a eu 2 triples-doubles, ce qui quand même est une rareté en LNB, qui avait cette année-là à Pau une ambiance assez incroyable. Et que derrière, il s'est craché 2 fois à Gravelines et à Chalon. Et que ça fait partie du personnage et entre guillemets de la légende, quoi. C'est d'avoir réussi une fois et derrière
de s'être complètement craché. Il était passé à Monaco aussi, où il avait quand même été très bon également. Ouais, c'était un sacré joueur, DJ Cooper. C'est vrai que pour lui aussi l'impression visuelle, que ce soit pour Cooper ou pour Holston, entre guillemets, des petits, pour les surnommer ainsi, dominés d'une telle manière, mais aussi de manière totalement différente. Holston qui va être tranquille pendant 2-3 quarts temps, gérer son tempo, gérer le match, et puis ressortir et faire feu de tout bois pendant le 4e quart pour provoquer la décision. C'est vrai que c'est assez impressionnant à voir. Et puis ces 5 années avec Dijon, sur lesquelles il y a quand même eu un succès assez relatif, mine de rien, avec la JDA qui a fait un très beau parcours en BCL, qui a gagné la Disneyland Leaders Cup la saison dernière. Donc c'est vrai que c'était ces deux manières différentes, avec aussi donc DJ Cooper qui est lui c'est un peu plus discret, mais c'est quand même par moments assez flamboyant. Et il y avait des flashs, notamment au niveau de sa vision de jeu et de certaines passes décisives, qui étaient absolument sublimes. C'est vrai que c'était 2 très beaux meneurs. Ouais. Ouais, il faut préciser que effectivement, tu le disais Fred, hein, les deux échecs, notamment à Gravelines et à Chalon, ne doivent pas plomber sa saison 2016-2017. Hein. Vraiment, rien que pour sa saison 2016-2017, ça a été un énorme passage pour DJ Cooper qui aura marqué en positif et en négatif du coup cette Ligue, hein, forcément. David Holston, depuis 2015 à Dijon, qui place Dijon parmi les équipes de référence, pardon. Toujours présent dans le top 3 pour Dijon, vainqueur de la Leaders Cup en 2020. Voilà, il a contribué à l'émergence de Dijon, en tout cas ces dernières années. Il y en a quand même pas mal d'autres, hein, des joueurs, mais tu vois, tu parlais de Probé tout à l'heure, Vincent. Moi, il y a un joueur que j'ai découvert via le fameux article de Basket Le Mag. C'est Taren Johnson, 4 saisons consécutives maintenant avec Blois en Pro B, qui aurait dû partir au Mexique pour cette saison et qui finalement est resté en France avec le contexte et qui enchaîne avec une Aurait dû 4e monter en saison. Jeep Elite. Pardon. Voilà, mais ça c'est un autre débat, on l'a déjà eu, on va pas y revenir, Fred, cette fois-ci. Mais oui, effectivement, il aurait dû, il espère bien pouvoir y accéder, il espère bien y accéder en fin de saison. On verra bien comment se déroule le championnat et si ça rentre dans les conditions qui ont été votées. Mais en tout cas, voilà, gros joueur qui marque de son empreinte la Pro B et qui, on le disait tout à l'heure, hein, est resté plusieurs saisons dans le même club. Donc la continuité, ça se voit, le bon cadre. Je crois qu'il a enfin accepté que des équipes de Jeep Elite ne viennent pas le chercher et il se fait sa place, il montre qu'il est présent et il veut faire regretter aussi aux équipes de Jeep Elite de ne pas être venu le chercher plus tôt. Et je crois qu'il espère vraiment porter Blois en Jeep Elite en tout cas. Ok, ça c'était juste pour la petite mention Pro B pour faire un lien parce que j'ai découvert ce joueur et vraiment j'ai trouvé ça intéressant de le nommer. Est-ce qu'il y avait d'autres joueurs? Tu en as parlé, Fred, tu as parlé de David Olson et DJ Cooper, toi tu en as pris 2 pour le prix d'un. Thomas, est-ce que tu avais d'autres joueurs que tu voulais partager? Alors moi, c'est à l'inverse un petit peu. C'est un joueur il a disputé 2 saisons en LNB, toutes les 2 au Mans, 9 d'évaluation. En soi, on se dit comment un joueur avec seulement 2 saisons 9 d'éval peut avoir marqué la LNB sur ces dernières années. Je crois que je l'avais. Ouais, c'est DJ Stephens en fait. Complètement. De par son, alors voilà, c'était pas un joueur, on va dire, c'était un joueur important en sortie de banc pour le MSB en 2017-2018 lorsqu'ils ont gagné le titre. Mais ce qui a marqué surtout, c'est que ça joue sur la médiatisation de la LNB à travers les 2 concours de dunk qu'il a remportés en All-Star Game en 2017 et en 2019. Pour moi, c'est ça, c'est l'impact du joueur qu'il aura eu d'un point de vue médiatique avec tout ce qui est réseaux sociaux, vidéos et ces dunks qui ont fait le tour du monde, notamment au All-Star Game, qui ont fait aussi le tour du monde sur un simple match de pré-saison où on le voit la tête au-dessus de la planche. Et moi, c'est ça ce qui m'a marqué, c'est l'impression aussi en vrai de facilité puis de détente aérienne qui est vraiment surréaliste et qu'on n'avait, je pense, jamais vu jusque-là en LNB, qu'on verra peut-être pas forcément de sitôt. Mais ouais, c'était un des joueurs qui avait retenu très rapidement mon attention de par l'impact médiatique qu'il a pu avoir sur le championnat. C'est quoi, je me l'étais noté, j'ai mis entre guillemets la raison, c'était le waouh facteur. C'est-à-dire qu'en fait, tu le vois, tu fais waouh. Et clairement, même si effectivement il a fait 2 saisons, tu retiens direct son nom et le côté marsupilami, comme on l'avait surnommé à l'époque, était incroyable. Ouais, c'est exactement ça. Un simple match de championnat. Je vais souvenir d'un Cholet-Le Mans au fin fond du mois de janvier dans une maillerie glaciale.
c'est un match plan-plan. Début de troisième quart-temps, il fait 2 alley-oop avec la tête au-dessus du cercle. Et là, tout d'un coup, tout le monde se réveille dans la salle, comme si en disant, mais on a bien vu ce qu'on a vu. Oui, oui. C'était vraiment impressionnant, cette capacité à électriser les foules, que ce soit chez lui, à Antares ou à l'extérieur. C'était vraiment, vraiment saisissant. Vince, est-ce que tu veux rajouter un joueur? Bah oui, juste pour faire la transition justement spectaculaire et puis paloise, on va remonter dans le temps et on va parler de Conrad McRae. Ce monstre qui éclatait les cercles et qui faisait des gros contres. Je ne sais pas si Fred a vu les images et s'en souvient. Ouais, je vois bien, ouais. Et c'est vrai que même si comment dire, j'ai pas vécu cette époque-là, j'ai vu les archives et c'était impressionnant. Et tous ceux qui l'ont vécu me témoignent un peu du phénomène. Et c'est vrai que je sais pas si on a eu depuis un monstre physique comme ça sur poste 4 ou 5 depuis quoi. J'en doute. C'est tellement une autre époque aussi où tu arrivais à avoir les Américains qui étaient beaucoup plus forts. Tu n'en avais que 2 par équipe et voilà, tu avais effectivement Pau, Limoges et qui trustaient des Américains monstrueux. Tu dis Conrad McRae, il y a Lawrence Van Der Burg aussi qui était passé rapidement, mais qui peut être cité comme Américain à Pau qui a marqué complètement le club. Il a été cité sur Twitter, hein, Vandenberg. Il a eu sa petite mention dans un top 5. Hein. Alors je n'ai pas l'origine du tweetos qui a mis ça. Je ne connais pas le club dont il est fan, mais en tout cas, il a effectivement partagé Laurent Vandenberg effectivement dans les votes. Vous n'avez pas cité, c'est marrant parce que vous n'avez pas cité Dispenser sur les 20 dernières années, là, puisqu'il a fait un passage au Rouen 2005-2007, Le Mans 2008-2010. Du coup, il a quand même eu une 4 saisons en France qui ont été complètement monstrueuses. Et il n'est pas sorti dans vos votes à vous. Non, c'est Vince. Parce que Ouais, Fred, Saliers pardon. m'a marqué plus. Je sais pas, tu vois, comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'il est champion avec Rohan et il fait 4 saisons, mais Marc Saliers me marque plus. Puis bon, on va pas tous les citer non plus, mais bon, voilà, je l'ai cité quand même dans le trio de Rohan tout à l'heure avec Aaron Harper aussi. Tout à fait. Bon, messieurs, effectivement, on a fait le tour un petit peu sur ceux que vous vouliez partager. Je peux t'en donner un peu d'autres quand même vite fait. Vas-y, tu as Allez. la mémoire de cet épisode. De la Nérode, parce qu'on n'a pas cité de joueurs de Lasvel quand même. C'est quand même étonnant. Mais en fait, j'allais faire le tour de tout ce qui était donné sur Twitter quand même, hein, parce qu'il y a quand même Ah ouais. pas mal de joueurs. Mais dans votre partage à vous, dans ce que dont vous vous souvenez, donc tu parles de Delen Herod, Fred? Ouais, de la Nérode, parce que cette sort fin des années 90 et ce passage ultra marquant à Lasvel où voilà, il arrive en sortie de carrière NBA, il fait 3 finales, il y a le Final Four de l'Euroleague en 97 dont il est un des meilleurs scoreurs de la compétition, et puis il gagne pas. Et des fois, ça marque aussi de pas gagner parce que tu essayes et qu'il y a les larmes au bout du chemin dans la dernière finale en 99, si je dis pas de conneries. Voilà, et puis il avait repris le numéro 4 d'Alain Gilles. Et voilà, et finalement, il y a 2 numéros 4 mythiques à Villeurbanne. D'autres noms comme ça qui te viennent en tête? Ou Thomas, peut-être? Queens d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent. Sinon, moi je cite ceux. J'avais Danny Strong qui m'avait marqué quand même à l'époque, qui avait fait plusieurs grosses saisons à Gravelines. Et c'était aussi une figure du championnat. Et donc moi, j'avais mis dans mon 5. Voilà. Juste histoire de me différencier des autres. Sur la période 2020, sur les 20 dernières années, on aurait pu citer Blake Shield, on aurait pu citer Ricardo Greer, on aurait pu citer C'était les 2 autres que j'avais marqués. ouais, Samuel Mejia, on aurait pu citer Shonta Rogers. Enfin, il y a pas mal de. Ou John Linehan, le virus, le fameux virus. Podjeter. Voilà, Podjeter aussi. Ça, c'est sur les 2000-2020. On a eu pas mal d'autres mentions. Hein. Michael Young, qui était CSP Limoges, qui était plutôt dans les années 90, qui a participé au titre de Limoges
en Euroleague, qui a claqué l'année d'après face à Treviso encore, 49 points sur le match souvenir de la finale. Il y a eu Don Collins aussi qui était au CSP sur la fin des années 80. Enfin, il y a eu pas mal de. Il y a eu Michael Ray Richardson aussi qui a été cité. Vous avez été vraiment beaucoup à citer ces joueurs-là. Ed Murphy aussi qui est beaucoup ressorti. Il y a Bruce Bowen aussi qui est un peu ressorti sur son passage au championnat de France. Puis après, on ne va pas faire la liste de tous ceux que vous nous avez donnés, mais en tout cas, j'ai l'impression que par ce tweet, vous êtes tous replongés un peu dans les belles années des Américains et vous avez un peu revu les highlights, les moments un peu forts de ce championnat français. Il y a un poste 4 là, à Lasvel aussi qui m'avait marqué là, parce que je ne le vois pas. C'était Chevin Troutman qui était bien épais comme un tronc d'arbre, là, qui avait une largeur d'épaule, puis qui était All-Star de nombreuses années. Voilà, encore un joueur atypique qui était très physique et qui fait les beaux jours de Lasvel. Il y a J.R. Reed qui a été souvent nommé aussi sur Twitter pour refaire un peu le tour. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que tous ces petits noms de joueurs américains vous ont donné envie de regarder encore des highlights. Moi, j'avoue que j'en ai découvert pas mal. Je suis allé voir des highlights des années 80-90. J'ai découvert des bons moments de basket. Donc, merci à vous tous pour ce partage. Ça m'a fait découvrir une décennie que je ne connaissais pas, ou très peu en tout cas en termes d'image. Ok, on va passer sur le sujet suivant. Le sujet suivant, c'est le sujet de Pau et de son rachat. Alors, il y a eu un intérêt exprimé auprès de la mairie de Pau, auprès de François Bayrou, Fred, d'un fonds d'investissement américain qui s'appelle Counterpoint Sports Group, qui a 3 têtes d'affiche pour porter le projet et qui a fait une proposition au maire de Pau. Le maire de Pau qui a annoncé ça auprès des salariés de Paula Cortez et qui a prévenu du prochain changement de direction, ou en tout cas de propriétaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Fred, là-dessus? Déjà, c'est pas fait. Non, Déjà, c'est pas fait. C'est une négociation exclusive qui a été annoncée par le maire de Pau, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement en négociation avec le consortium américain et que si ça doit se faire, ça se fera avant la fin mars, qui est la deadline des négociations. Mais pour l'instant, c'est en discussion. Après, quand vous sortez une histoire comme ça dans la presse, ou en tout cas auprès des médias, après avoir été extrêmement précautionneux pour que personne ne le sache pendant des mois, bon voilà, c'est que normalement, c'est quand même en bonne voie. Faut dire que c'est la mairie de Pau ou l'agglomération de Pau qui négocie parce que ils sont actionnaires majoritaires désormais du club. Après avoir la recapitalisation de 500 000 euros qui a eu lieu en fin d'année 2020, et il y avait eu 300 000 euros de comblés déjà aussi à la fin de la saison 2019-2020. Donc il y a quand même eu 800 000 euros qui ont été mis par la mairie et par Pau dans l'année 2020 pour venir au secours d'un élan béarnais en difficulté financière. Donc ça déjà, voilà, c'est un premier point. Et effectivement, la mairie qui, cette année, met 800 000 euros, qui il y a 5 ans avait mis des sous, qui il y a 10 ans avait mis des sous, je ne veux pas dire qu'on a marre de mettre des sous, mais voilà, la manière de Pau de fonctionner, qui est une société d'économie mixte, n'est plus adaptée aujourd'hui. Il faut passer en société anonyme à Sportif professionnel, voilà, sportif professionnel. SASP. Tout à fait. Et donc la mairie veut trouver un investisseur qui est capable de gérer cet investissement-là. Et ce groupe américain s'est proposé manifestement avec effectivement des noms qui font un petit peu rêver, ou en tout cas qui ont surpris le monde du basket, si j'en crois les réactions cette dernière semaine. Voilà, Rick Pitino, Jamal Mashburn et Stu Jackson. Donc pour l'instant, ça vend un peu du rêve parce que les noms parlent fort quand on parle basket et parce que ça remet du vent dans les voiles à ce club qui sportivement avait réussi quelques petits miracles ces dernières saisons en se qualifiant 4 fois de suite pour les playoffs avant la saison dernière, interrompue pour le Covid où il n'était pas dans les positions playoffables en fin de saison. Et avant de prendre une sacrée coupe de budget aussi cette saison, en tout cas de masse salariale, où il y avait eu un sacré coup de hachoir. Donc ça met un coup de boost quand même à l'élan béarnais, un petit peu juste sur l'annonce du projet. Alors, juste pour compléter, pour ceux qui ne sont pas forcément
connaisseur du championnat de basket américain. Jamal Mashburn, c'est un ancien de la NBA, All-Star NBA. Il est passé par Dallas, Miami et Charlotte. Il y a Rick Pitino qui est coach en NCAA notamment. Il a fait New York et Boston aussi, mais il a majoritairement fait de la NCAA et il a ensuite entraîné le Pana la saison dernière. Et il était pressenti pour être aussi le sélectionneur de la Grèce. Mais pour l'instant, il n'y a aucune décision qui est faite parce que, à cause du Covid, de la situation économique, il n'y a rien qui est fait et il n'a pas été nommé officiellement. Il n'a pas pris les rênes, en tout cas, de la sélection grecque pour le moment. Et il y a Stu Jackson, du coup, qui a aussi été entraîneur NBA, qui a été dirigeant aussi, notamment du club de Vancouver. À l'époque, c'était les Grizzlies de Vancouver avant que ça ne devienne les Memphis Grizzlies. Et il a été vice-président exécutif de la NBA. Donc, c'est quand même 3 personnages qui ont une forte expérience, une forte connaissance du marché américain. On en parlera avec Vince, qui n'ont très peu de connaissances sur le marché français. Et il y a une particularité aussi, il y a une casserole en tout cas qu'on peut rattacher à Rick Pitino aussi en NCAA. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Est-ce que Thomas, tu veux nous donner un complément avant qu'on ne lâche Vince sur la partie plus économique autour de Pau? Vous avez été complet. Non, là-dessus, j'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est, oui, que, comme disait Fred dès le départ, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel ou de fait, même si des annonces ont eu lieu, notamment par François Bayrou, peu de temps après que la République des Pyrénées ait sorti son article. Et mis à part ça, non, c'est surtout le fait non officiel qui moi, retient mon attention à l'heure actuelle. Il n'y a rien de fait. On vous présente le projet. Effectivement, il faut utiliser du conditionnel. On le disait, c'est pas signé. Normalement, François Bayrou espérait avoir une signature officielle et définitive en mars. On n'y est pas encore. On est encore en janvier. Donc, il va falloir attendre les prochaines semaines pour être sûr de. C'est pas signé, mais on peut dire quand même Oui. que Rick Pitino a donné des interviews, notamment à l'équipe, à Arnaud Lecomte, cette semaine, que le propriétaire, ou en tout cas un des dirigeants principaux du fonds d'investissement, qui s'appelle Greg Huss, s'est également exprimé dans les médias, et que voilà, eux, ils sont quand même en mode on va y aller, quoi. Allez, Vince, on va te laisser. J'aimerais rajouter des personnes au Vas-y. niveau du casting, parce que bon, après, derrière, c'est surtout du côté des investisseurs. Bon, il y a Rick Pitino, il y a Jamal Mashburn, il y a Stu Jackson, mais le cerveau de la bande, c'est David Otto, avec donc son système de crypto-monnaie dont on parlera tout à l'heure. Au niveau de la situation, c'est quand même assez surprenant que des investisseurs américains débarquent à Pau, qui est le 36e bassin de population en France, au classement INSEE. Il y a moins de 200 000 habitants aujourd'hui dans le bassin de population. Donc, c'est assez surprenant, surtout quand on connaît la logique de marché des Américains qui investissent sur, en général, des bassins de population de plus d'1 million de personnes. Donc, c'est là où on peut s'interroger aussi. Après, derrière, en fouillant un peu, on voit que David Otto, c'est son modèle, le modèle qu'il veut lancer, c'est vraiment un modèle de tokenisation. Donc, pas de crypto-monnaie, mais de crypto-actions, plus exactement. Donc, c'est vraiment de revendre des actions un peu digitalisées. Et donc, bon, après, derrière, je ne connais pas je ne saurais pas vraiment expliquer un peu ce produit-là qui est assez nouveau sur le marché. Mais je pense qu'il s'intéresse au club de Pau parce que derrière, il y a eu plusieurs recapitalisations les 10 dernières années. Qu'en 2015, l'action de Portez a chuté de 3 € à 40 centimes. Je pense que là, elle a encore chuté aujourd'hui avec la dernière recapitalisation de l'agglomération. Donc, du coup, c'est une aubaine pour tester ce modèle sur le marché français, avec le moindre risque de se planter de toute façon, parce que le club est déjà aux abois, est déjà en grande difficulté. Et c'est vrai que après, c'est les Américains, ils se donnent 4 ans pour tester le truc et se lancer à Seattle. Après, c'est le projet de David Otto. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif qui a été aussi affiché pendant les interviews. C'était d'acquérir de l'expérience sur un club professionnel. Alors, le club de Pau donnait la bonne opportunité. Ils ont essayé de racheter aussi éventuellement un club
grec ou turc, mais la valorisation était trop élevée pour eux pour le faire. Et puis Tino a parlé du Pana. Ouais, du Pana, ouais, c'est ça que je voulais. J'avais plus le nom du club exactement, mais du Pana, effectivement, pour voir si c'était possible de le racheter, mais c'était trop cher pour eux. Donc voilà, ils ont pris l'opportunité de Pau, et l'idée c'est d'acquérir de l'expérience avant d'aller tenter de faire rouvrir la franchise de Seattle, hein, qui est le mirage depuis une dizaine, quinzaine d'années maintenant pour la NBA. Donc beaucoup de fans aimeraient son retour, et je pense que ce consortium va essayer de travailler dans ce sens-là. Donc en espérant qu'effectivement les 4 prochaines années soient favorables en tout cas à Pau, et que ce soit une vraie volonté de structurer, de construire pour l'avenir, de redéfinir vraiment les bases de ce club qui a effectivement traversé les 10 dernières années un peu difficilement, malgré effectivement des résultats sportifs, comme tu disais, Fred, qui ont été quand même sur les 4 saisons avant celle de l'année dernière, qui ont été plutôt bonnes, puisqu'ils sont allés en play-off. Mais ils n'ont rien gagné depuis 2009. Alors, si tu parles en JP League 2004, le dernier titre de champion de France, si tu parles de trophée tout court, c'est 2010 et le titre de champion de France Pro B. Voilà, donc pas de titre au palmarès de Pau depuis une dizaine d'années. Thomas, est-ce que Mais Vincent s'étonnait de Ouais. pourquoi Pau? Parce que Pau est à vendre. Je pense que c'est vraiment une question de timing aussi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs en Europe qui soient à vendre actuellement. En fait, dont les propriétaires cherchent pas à se débarrasser, mais en tout cas à sceller les parts. Et il y a, je pense, un vrai effet d'aubaine aussi à ce moment-là. Est-ce que Thomas, tu as une réaction sur la partie de Pau? Non, Tu pas peux donner spécialement. ton impression globale aussi. Non, l'impression. Non, j'avais pas capté encore que c'était un projet sur 4 ans. Mais du coup, Vincent et Fred ont bien évoqué toutes les difficultés qu'il y a eu au-delà du sportif, les aspects financiers aussi qui étaient rentrés en jeu ces dernières années. Mais moi, ma question toute bête, c'est si donc ce projet porte sur 4 ans, mais dans 4 ans, si ça se passe mal, est-ce que la mairie va revenir dans le jeu de l'élan béarnais Paula Cortez, ou comment ça va se passer dans 4 ans et un jour, grosso modo? Voilà, c'est peut-être une question. La mairie a annoncé, ou François Bayrou a annoncé pendant sa conférence de presse, que si dans 4 ans ils veulent désinvestir, c'est pas le mot, mais voilà, s'ils veulent se retirer du projet, la mairie peut racheter les parts au prix auquel elle les a vendues. D'accord. Donc la mairie ne prend pas trop de risques non plus. C'est ce qu'annonce François Bayrou. Voilà. Donc j'imagine que le but, c'est pour le maire de Pau, c'est pas que ces investisseurs restent 4 ans et s'en aillent, mais voilà, il y a théoriquement une sécurité au bout de ces 4 ans. Ça montre il signe un bail, tout simplement. Et ça montre la volonté en tout cas de François Bayrou de vouloir garder le club de Pau en tout cas vivant, quoi qu'il se passe après les 4 ans. Ça montre que c'est un atout culturel hyper important pour la région, et qui, malgré le fait que des investisseurs puissent se retirer du projet, il veut garder la main et pouvoir se dire: je veux garder ce club en vie, quoi qu'il se passe dans 4 ans, et de 4 ans. C'est une reconnaissance en Europe aussi. Voilà, quand vous parlez du sport, vous avez le basket, vous avez le rugby en tête de pont. Le foot est monté en Ligue 2 cette année, mais voilà, quand on parle de Pau en sport, on parle de la section paloise, on parle de l'élan béarnais, on parle de Tony Estanguet, mais voilà, pendant les 30 années dans lesquelles Pau a été en Coupe d'Europe, c'est comme ça aussi qu'au travers de l'Europe, on a connu Pau, et il y a une vraie valeur ajoutée à cette marque, même si depuis effectivement une dizaine d'années, l'Europe n'est plus un terrain de jeu, une quinzaine d'années presque même, l'Europe n'est plus vraiment un terrain de jeu pour Pau, qu'il a retrouvé un petit peu sur les dernières saisons, mais voilà, sur la FIBA Europe Cup et une seule saison en Basket Champions League. Et que feraient les Limoujos s'il n'y avait pas Pau? Qu'est-ce qui pourrait rythmer leur année? Je sais pas, on va voir dans 2 semaines ça. Ça, ce sera à Beaublanc, à huis clos dans 2 semaines. Ok, et est-ce que tu penses que les ambitions, ou en tout cas, est-ce que tu penses que Pau peut vraiment redevenir un club majeur avec l'arrivée de ces Américains, de ce consortium? Est-ce que Pau peut redevenir un club majeur de JP Elite, vraiment au point de truster les premières places et être un prétendant au titre, et ensuite éventuellement jouer un vrai rôle en Coupe d'Europe? Ce que le président de Pau, Didier Rey, a souvent dit, c'est qu'il manquait finalement
à Pau 500 000 euros pour se replacer un petit peu vers le haut de. Pas beaucoup, hein, pour se replacer un peu vers le haut de tableau régulièrement. Alors, on n'a pas la capacité financière de ces investisseurs, ou en tout cas la capacité financière qu'ils veulent injecter à Pau. Mais vous regardez les budgets. Alors, il y a l'Asvel qui est actuellement hors catégorie avec 10-11 millions d'euros. Derrière, vous avez du Monaco, du Strasbourg, ça descend à 8, 7, ça descend assez vite en fait. Donc, si vous avez un investissement qui, en basket, reste raisonnable, quand on parle d'investissement sportif, en basket, surtout en France, bah, vous pouvez très vite vous replacer vers le haut de la Jeep Elite, plus l'outil du Palais des Sports qui, quand même, en France, reste, même si ce Palais des Sports vieillit un petit peu, a été construit il y a 30 ans désormais, on a fêté les 30 ans là, début janvier, et qui manque sûrement des choses du 21e siècle dedans. Voilà, il y a eu 7700 places dedans. C'est la plus grande salle, c'est la plus grande salle de France. Hein. C'est la plus grande salle de France Basket, spécifique basket. Ouais. Ouais, vous avez t'as Bercy, t'as l'Arena Sud de France, t'as le OLXXL à Nantes, mais pour le club, basket en club, effectivement, c'est quand même encore la salle de référence. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, ouais, bien sûr. Ça, il y en a d'autres qui arrivent. Je crois qu'à Il y a- Orléans, Il y a Orléans et puis il y a Paris Basketball aussi qui va avoir l'aréna olympique sur une jauge de 8000 à peu près, donc ça dépasserait Pau. Et voilà, t'as l'Asvel. on attend que Paris monte en Pro A quand même, enfin en Jeep Elite. Oh, ça s'achète, tout s'achète. Voilà. Pour l'instant, ils sont en dessous, mais effectivement, quand ils arriveront, on verra. Mais voilà, il y a cet outil-là qui, s'il est développé et si vous avez des résultats et que vous mettez des sous, le public revient. Le public revient à Pau. On l'a vu dès qu'il y a des résultats, il y a 2 ans, où je pense aux 2 équipes qui ont fini dans vraiment le haut de tableau, l'équipe Cooper-Coffee ou l'équipe McConnell-Chicoco. Il y avait 5500 de moyenne, et puis à Noël ou des choses comme ça, ou des énormes affiches, c'est plein. Donc il y a aussi des revenus à avoir là-dessus. Est-ce que tu y crois, toi, Vince, à ces investisseurs étrangers au vu de l'historique économique et de toutes ces volontés d'investissement étrangers en France? Il y a des plantages, hein. Moi je pense le plus gros plantage, je pense, c'était Intersport avec Mark Fletcher et Tony Parker pour le rachat du PBR en 2005, enfin 2004, pardon, au groupe Nicolin qui se désengageait. Et ça a duré 18 mois, ils ont laissé une ardoise de 2 millions, donc qui a été pongée par Soli Hazard, Antoine Rigaudot et puis après par Levallois. Voilà, il y a eu plein de loupés, mais tu parlais après, de QSI en off, tu parlais de QSI, tu parlais d'autres investisseurs qui sont jamais venus. Alors QSI, ils ont voulu racheter la section, ils ont voulu racheter le Paris-Levallois pour faire la section PSG basket, mais ça s'est pas fait. QSI a été rapporté sur un plateau par Nicolas Sarkozy à son ami Balkany, mais Balkany voulait Levallois dans le nom. Voulait que ce soit le PSG Levallois et c'était hors de question du coup pour la marque PSG et ça s'est pas fait. Donc on aurait pu avoir un PSG basket déjà. Puis ça s'est pas fait. Après, il y a eu Boris Dio forcément à Bordeaux. Ce plantage où il y a laissé quand même 2 millions aussi. Il y a eu pas mal de plantages. Après, pour parler des investisseurs américains, en général, quand ils arrivent, c'est à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le territoire, ils cassent tout pour reconstruire leur modèle, ils font appel à leurs hommes. Et je ne sais pas du tout comment ils vont monter le projet à Pau, parce que Pau, c'est quand même un territoire qui a une identité, qui a son public déjà aujourd'hui, parce qu'ils reprennent le club, ils reprennent aussi l'histoire. J'espère qu'ils ne vont pas casser l'ADN de Pau Orthez, qu'ils ne vont pas casser l'histoire, le patrimoine de Pau Orthez pour pouvoir construire un truc assez aseptisé et que voilà, qu'on perde vraiment toute l'authenticité de Pau Orthez. Et si je peux me permettre une question, Vincent, sur ce sujet-là, qu'est-ce que c'est pour toi l'ADN de Pau Orthez? C'est Orthez déjà. C'est Pierre Seillant, c'est Orthez, c'est la moutette déjà. Et après, quand vous avez déménagé à Pau, là, ça a été dur, mais il fallait pouvoir grandir aussi. J'ai le bouquin de Pierre Seillant dans la bibliothèque, hein, donc je te rassure, j'ai quand même, je connais un petit peu le sujet, peut-être pas autant que toi justement, et ça m'intéresserait de savoir comment tu vis déjà, comment tu vois ce rachat, comment tu le vis. Mais non, parce que en fait, l'identité de Pau Orthez, c'est transporté d'Orthez aujourd'hui dans un marché
américanisé au niveau des joueurs, c'est peut-être un petit peu perdu et peut-être un peu moins court. Et est-ce que cette identité-là, s'il fait partie de l'histoire, est-ce qu'elle est obligée de rester la même aujourd'hui? Voilà, je me pose au foot ces questions-là aussi, tu vois. Non, mais Tous les clubs doivent se la poser, je pense, c'est les aujourd'hui. coupes européennes que vous avez gagnées aussi, ça, faut pas le négliger. Voilà, faut pas négliger les coupes européennes que vous avez gagnées. Vous avez gagné quoi? Vous avez gagné 2 Corach? Vous en avez Bon, gagné une, c'est pas mal déjà. une seule. D'ailleurs, je salue mon président Philippe Laperche, hein, qui a été champion avec vous. Mais voilà, vous avez quand même marqué l'histoire du basket français. Vous êtes l'un des 3 plus gros clubs qu'on a aujourd'hui. Donc ça aussi, vouloir américaniser un territoire qui n'a pas une identité forcément de mégalopole ou de grande métropole, ouvert à des codes de consommation américains, je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai peur qu'ils arrivent pour pouvoir justement marketer un produit qui ne correspond pas aux cibles en question, quoi. C'est un peu la question que tout le monde se pose. Et effectivement, le côté crypto-monnaie, tokenisation qui, pour l'instant, ne parle pas en fait au public. Voilà. Ce qui parle un peu au public, par contre, c'est de pouvoir acheter des actions entre guillemets du club. Le côté socios un peu espagnol, voilà, d'être d'une certaine manière propriétaire du club. Ça parle peut-être un peu, et je pense que ça peut plaire quand même à un public qui se reconnaît pas forcément tout le temps dans son équipe et qui aimerait bien peut-être aussi s'investir d'une certaine manière. Ouais, pouvoir participer aux décisions ou participer un peu sur le futur du club plutôt que de laisser tout dans les mains de certains dirigeants, quelles que soient les années. Hein. Après, il Je faut sais voir pas, le mode de gouvernance que ça comprend. Il faut voir le mode de gouvernance qu'il y aura et le statut juridique qu'aura le club. Parce que bon, il ne peut pas rester en SEM, en société d'économie mixte, Ça changera. éternellement. Ça Ça changera. changera. Mais bon, après, quel mode de gouvernance pour ouvrir le capital à des socios, ouvrir aussi la décision aux socios, ça c'est la question. C'est un modèle que Cholet a essayé de tenter il y a 2 ans, en ouvrant justement une partie du capital avec ce qu'ils ont lancé, l'action Cœur Rouge et Blanc, où des supporters, des personnes lambda pouvaient adhérer à l'association qui ensuite qui a ensuite élu un président, secrétaire, trésorier, comme une association classique, et le président de cette association fait partie, il me semble, du conseil d'administration du club, donc potentiellement a un rôle à jouer à travers cette association au niveau des décisions qui peuvent être prises. Ça peut être un modèle qui peut être reportable dans des villes où il y a une pression, où il y a une ferveur populaire comme Pau, comme Limoges, notamment. Ça peut être des modèles qui peuvent se reproduire sans problème, à mon avis. Et il me Est-ce semble. qu'ils connaissent les codes? Est-ce qu'ils connaissent les codes? C'est ça. Est-ce que il y a toujours cette barrière culturelle quand les investisseurs américains arrivent? Voilà, c'est le pouvoir de l'acheteur forcément. Et puis, c'est eux qui fixent les règles. Sauf que derrière, la greffe ne prend pas. Et ça, c'est un risque. C'est un risque, malheureusement. Est-ce qu'ils vont avoir le nez fin? Est-ce qu'ils vont être assez à l'écoute et assez ouverts pour pouvoir adapter le modèle, justement, un modèle pour faire rentrer des socios? Je ne pense pas. C'est ça qui m'inquiète, vraiment. C'est là où ça risque de ne pas marcher. Après, Pau, aujourd'hui, est rentré dans le rang, pardon, et fait partie du milieu de tableau de la Jeep Elite. On va dire entre 6 et 14, pour être large, pour être très large. Et voilà, donc la question aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qui peut se passer pour améliorer cette chose-là. Ça fait quelques années que les résultats sportifs ont suivi, mais que le financier, lui, stagne un peu. Il y a une opportunité. On sait ce qu'on a, on ne sait pas trop ce qu'on peut avoir. La question, c'est ce qu'il faut y aller aussi. Et... Je pense que si tu tentes rien, tu resteras toujours dans ta situation et ça ne s'améliorera pas. Hein. Tu vois le budget de Pau, je crois que c'est 3,6 millions d'euros. La masse salariale, c'est 1,5, je crois. Le budget est un peu plus haut.
Le budget, je crois que c'est autour de 5 millions même, mais moi, de mémoire. Mais Bon, après, j'ai plus en tête exactement le chiffre, mais c'est un peu cette ordre d'idée-là. Si tu ne tentes rien, en fait, à un moment donné, tu resteras toujours dans cette zone-là et tu seras toujours sur une situation où tu vas devoir recapitaliser, recapitaliser, recapitaliser. Il faut trouver des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent dedans. Alors, il s'avère que c'est cette offre-là qui est la plus aboutie, qui serait la plus aboutie ou qui pourrait amener Pau dans une autre dimension. En tout cas, oui, forcément, ça impliquera qu'il y aura des tests ou des expérimentations ou des choses qui seront que les propriétaires se permettront de faire parce que voilà, ils auront acquis le club. Mais si tu veux essayer de donner un nouvel élan et un nouveau futur à ce club, bah, il ne faut pas rester trop dans la réserve et trop dans le conservatisme, je pense. il y a 30 ans, on parlait du Palais des Sports, il y a 30 ans, Pau avait une longueur d'avance grâce à ce Palais des Sports. Cet investissement qui serait unique dans le basket français via la tokenisation et via cet aspect-là, voilà, si ça marche, bah, tu peux repartir effectivement de l'avant et, et avoir un coup d'avance ou un coup différent en tout cas du reste de la Jeep Elite. En tout cas, voilà, c'est un coup, je sais pas si c'est un coup d'accélérateur. En tout cas, pour l'instant, c'est un énorme coup de projecteur. Ouais, Si tu veux, par rapport déjà, et puis surtout par rapport à la situation actuelle du championnat français, par rapport alors, j'allais dire au digital, mais je sais que Fred, tu n'es pas aligné avec ce terme, mais Oui. quand on voit ça, aujourd'hui en France et on voit la difficulté de faire émerger ce domaine, cette nouvelle façon de communiquer ou de mettre en avant des événements pour tous les clubs français, pour les institutions également, hein, parce que les clubs ne sont pas les seuls, c'est sûr que là, si ça marche, ce système de tokenisation ou de crypto-monnaie, on verra comment ça va fonctionner exactement. Tu prends un très gros coup d'avance. Et je pense que là où il y aura un vrai avantage d'avoir des investisseurs étrangers et notamment américains, c'est qu'eux vont mettre les moyens, à mon avis, sur ce genre de domaine et vont faire passer le club de Pau dans une nouvelle ère par rapport à ce qui est le cas aujourd'hui, je pense. Voilà. Ça, c'est, à mon avis, le vrai point positif qu'on peut avoir, c'est qu'ils vont faire bouger les lignes, ils vont faire avancer. Alors peut-être que la tokenisation ne marchera pas, peut-être que le projet, au bout de 4 ans, ne sera pas le meilleur des projets qu'on pourra avoir, mais en revanche, ça va donner un coup d'accélérateur et un coup de boost sur pas mal de domaines au sein du club. Et je pense que là, Pau peut en retirer de très gros bénéfices. Fred, toi, tu les vois jouer en Champions League et jouer les premiers rôles, ou tu les vois carrément comme certains supporters de Pau le rêvent, réintégrer l'Euroleague? Bah, moi, j'ai un problème avec cette Euroleague fermée dans un système européen qui est ouvert déjà, mais c'est aussi un autre débat. Après, si l'Euroleague, ça devrait être, j'ai envie de dire, pour tous les clubs français, l'ambition, en fait, aujourd'hui. Mhm. Ça devrait être l'objectif de tous les clubs français, d'être le deuxième club français en Euroleague quasiment. Ou en tout cas pour les plus ambitieux ou les 7-8 plus forts. Donc oui, si tu me dis, si l'investissement est à long terme, parce que l'Euroleague, c'est pas pour y jouer un an et en sortir, mais si l'investissement est à long terme, qu'il y a des sous, euh, j'ai envie de dire, ça paraît un rêve très, 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 très lointain actuellement, mais pourquoi pas? Mais ouais, les compétitions européennes, il faut y retourner parce que c'est aussi une manière d'exister dans le basket international aujourd'hui. Et pour l'instant, je pense que la BCL ou l'Eurocup sont beaucoup plus taillés pour Pau. Pour Pau, mais tant qu'on ne connaît pas la nature des investissements, voilà, le cash apporté et le bon financier que peut faire Pau, ça paraît un peu compliqué de se projeter. Moi, l'Euroleague, je pense que c'est le bout du chemin et que c'est l'ambition dans le basket comme il est organisé aujourd'hui, mais ça me paraît encore un peu loin. Juste pour rajouter sur la partie Europe, c'est une vitrine effectivement pour tout ce qui est médias, pour tout ce qui est investisseurs, etc. Mais c'est aussi une vitrine pour toute la partie recrutement, joueurs. Qui veut venir à Pau si tu n'entends pas parler de Pau en Europe pour des joueurs qui évoluent dans des championnats polonais, turcs, grecs, tu vois. C'est aussi comment renforcer son effectif et attirer Tu des vrais regardes cette talents. saison, il y a des joueurs qui veulent venir, mais il y a des joueurs qui veulent venir et qui sont tout de suite attirés par d'autres. Shannon Evans qui vient à Pau, bon la saison est particulière avec le Covid évidemment, mais Shannon Evans qui vient à Pau, il fait 5 matchs et au bout de 5 matchs on nous dit ah oui mais il y avait une clause dans son contrat pour qu'il parte dans un club de BCL ou d'Eurocup. Ah bon?
D'accord. Mais du coup, il y a aussi la question de est-ce que ton joueur, il vient pour le cash, pour son salaire, sa rémunération, ou est-ce que tu as construit ton club avec un vrai projet, un projet long terme, et que tu trouves des joueurs qui s'impliquent de bon niveau, qui sont peut-être pas aussi forts que ce que tu pourrais avoir en lâchant 40 000 euros par mois, mais tu peux recruter des joueurs qui vont s'investir un peu comme un David Holston, si tu veux, avec Dijon, qui vont s'investir, qui vont porter le projet et qui vont faire en sorte d'atteindre des objectifs et de s'impliquer vraiment. Alors, on ne parle pas du projet OM, hein, d'accord? Mais dans l'idée voilà, d'avoir des joueurs qui s'investissent sur 4-5 ans pour atteindre l'objectif final. Après, c'est un projet de club, hein, ça dépend ce que tu as comme argent. Si tu es, si t'es Et c'est ce capable qui de changer tous tes joueurs chaque année, bon, bah, c'est pas un problème. Mais il y a effectivement, des. Ouais. aujourd'hui, il faut construire. Non, mais aujourd'hui, il faut construire. Aujourd'hui, tu as besoin, dans chaque équipe, en France, en tout cas, à mon sens, d'un ou deux mecs qui illustrent ton club, qui sont des, entre guillemets, des fidèles ou qui Un sont les têtes Cavalière, d'affiche de quoi. ton club. Bah, Cavalière l'était parce que c'était le local, mais regarde à Dijon, David Holstad, c'est pas un local, quoi. Donc, mais c'est l'image du club, avec Axel Julien, avec Alex Chassan maintenant. Mais voilà, tu as besoin aussi de figures qui vont effectivement rester. Je pense à quoi? Je pense à l'Haïti à l'Asvel. Voilà, l'Asvel construit et l'Haïti il reste. Donc il y a besoin de ces joueurs-là, je pense, en France, pour que le public aussi s'attache, que le public puisse se reconnaître entre guillemets dans l'équipe. Quand on dit le public se reconnaît dans l'équipe, je pense pas forcément. Voilà, Pau a pris Rémi Lesca cette année pour le côté attachement au club, voilà, le côté local, d'avoir un meneur numéro 2 français, et c'est très bien à mon sens, mais je pense pas que l'attachement à un club passe forcément par un joueur qui est de cette ville. Ça passe par un joueur qui, comme on dit très Partage très les valeurs. vulgairement, voilà, va mouiller le maillot. C'est très très vulgaire, mais voilà, va mouiller le maillot pour ce club, pour cette ville, et va pas tout donner, mais va montrer que oui, c'est important pour lui d'être là une saison, 2 saisons ou plus. Oui, qui va partager, qui va mettre, par son comportement au quotidien, qui va appliquer les valeurs du club et qui va pas hésiter à les propager. Bon, après, tu parlais de clubs qui ont les moyens de virer tous leurs joueurs. Ben, la situation actuelle est particulière et je pense qu'il y a des cas très particuliers là, qui font un peu hérisser les poils dans le championnat français, parce qu'on arrive à changer tout un roster quasiment au milieu de la saison, ou à recruter des joueurs alors qu'on n'a pas les moyens. Ça serait un autre cas qu'on pourra aborder dans un autre dossier JP Elite Économie lié au Covid. Mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir une ossature qui reste et qui colle aux valeurs. Thomas, tu voulais réagir tout à l'heure. On t'a empêché un petit peu de réagir sur la partie, surtout sur Pau, la partie Coupe d'Europe et tout ce qu'on évoque depuis. Non, mais au final, oui, c'est un coup à tenter au final. Ouais, c'est ce que je pensais c'est ce que je me disais par rapport au fait que la mairie pouvait y retourner dans 4 ans s'il y avait un couac et si l'arrivée du consortium américain n'aboutissait pas à de grandes réussites. Au final, c'est vrai que c'est un coup à tenter parce qu'au final, qu'est-ce que Pau a y perdre dans tout ça? Pas grand-chose, parce que à stagner, le risque, c'est qu'on passe de la 6e, 7e place pendant 2-3 ans à la 11e, 12e, puis à la 14-15e, pour finir au final dans les deux qui vont être dans l'ascenseur vers la Pro B. Donc, et le souci, c'est que quand un club comme Pau arrive en Pro B, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est jouable de se dire bon bah allez, on est en Pro B, on restructure pour remonter en Pro A? C'est pas sûr. Nancy, ça fait quand même un petit moment qu'ils espèrent chaque année de pouvoir remonter en JP Elite. Antibes, il est redescendu il y a 2 ans. Dans combien de temps vont-ils y remonter? Ça reste aussi une question. Donc au final, ce coup de poker, on va dire, avec cette reprise de Pau, elle était pour moi inévitable pour, et d'une, sauver le club à court terme, et deux, commencer à le replacer sur l'échiquier du basket français à moyen terme. Il y a rien à perdre dans cette histoire-là, à mon avis. Mais après, c'est sûr que ça peut se faire au prix de quelques caprices et de quelques folklore, comme décrivait Vincent tout à l'heure. Et le club est déjà descendu 2 fois. Oui. En Pro B, ils sont remontés 2 fois tout de suite parce que on était quand même encore à une époque où il y avait une surface financière qui était importante et qui pour la Pro B avait été un peu minimisée, mais était restée forte, et ça avait permis de remonter 2 fois tout de suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous descendez, quand on voit ce qui se passe avec le Covid, où voilà, la masse salariale a pris un cut de 25%, ce serait inquiétant.
Et puis quand on voit ce qui se passe en termes de sportifs et des décisions qui font que si on ne joue pas X match, on ne peut pas avoir de saison. Ça fait 3 saisons ou 2 saisons d'affilée que là, les promotions sont bloquées. Donc, Ouais, bon enfin, après, pour Pau est certains. tranquille, hein, si la saison ne va pas à son terme, ils sont 7e au ranking. Voilà, il n'y a pas de risque de descente si la saison ne va pas à son terme, a priori, pour Pau. Mais voilà, déjà, on n'aime pas évoquer ce scénario-là parce qu'on préférait que. Il faut qu'il y ait 17 matchs, hein, Fred. Il faut qu'il y ait Il faut 17 qu'il y ait matchs. 17 matchs pour compter Ouais. le ranking, oui. Oui, J'espère oui. qu'il y aura 17 matchs quand même, parce que si on n'arrive pas à les 17 matchs d'ici juin, En fait, je vais pas finir ma phrase, mais franchement, voilà. tu pourrais même avoir, quand tu vois Boulazac qui est à 6 matchs joués la semaine dernière, si tu veux, ça fait un peu peur. Mais tu as aussi la possibilité que les JO n'existent pas cette année encore, qu'ils soient purement et définitivement annulés, hein, ou qu'ils se fassent, qu'ils soient répercutés en 2032 pour la partie Japon. Mais du coup, tu gagnerais encore quelques semaines pour pouvoir se dire, OK, Non, peut-être mais que j'aurai 2-3 semaines pour jouer des matchs complémentaires. Pas de on playoff, est, hein, à on mon est avis. encore sur un autre débat, mais on a jusqu'au 30 juin. Les contrats, ils vont jusqu'au 30 juin. On en avait discuté récemment, je ne sais plus L'an dans quel dernier. podcast, mais voilà, L'an l'an dernier, je crois. dernier, les contrats, ils vont jusqu'au 30 juin. Donc, tu considères que tu as jusqu'au 30 juin pour jouer des matchs. Bon, les playoffs, on peut les faire sauter tout de suite. Et voilà, et la LNB réfléchit actuellement à ça et on verra ce qu'ils ont décidé. Mais il y a moyen de jouer des matchs quand même. Puisque de toute façon, plus personne ne râle sur les matchs à huis clos, plus personne ne parle de on a des difficultés, machin. Je suis étonné que personne ne râle tous les jours dans les journaux d'ailleurs, à part le coup de gueule de Parker Mm. qui a permis de faire bouger les trucs un peu dans le sport. Plus personne ne se plaint des matchs à huis clos. Au lieu de gueuler tous les jours, il y a une situation sanitaire, ok, évidemment il y a des morts. Voilà, on sait tous la situation dans laquelle on est, mais tous les championnats jouent. Donc c'est bien qu'il y a de l'argent qui rentre d'une certaine manière par l'État. Donc en tout cas, il y a des aides. C'est Tu clair. peux même aller plus loin, c'est que tous les championnats nationaux hors France jouent. Tous les Joue champ- normalement, c'est Oui, ça surtout que je veux dire. Pardon. à peu près, parce qu'on n'est pas sur le même nombre de journées sur chacun, mais oui, effectivement, ça joue. Mais après, le niveau des subventions n'est pas le même, la dépendance au niveau des droits télé n'est Bien pas la sûr. même. Donc, tu vois, il n'y a pas la même notion, la même importance à ce niveau-là. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas juste faire de la comparaison en termes de nombre de matchs, il y a aussi toute la partie économique qui impacte. Non, Mais mais la Ligue 1 effectivement, joue normalement, le top 14 joue normalement, la Ligue 1, ils sont pas bien. Hein. la LNH joue normalement. Enfin voilà. Le seul championnat qui tourne, c'est la Nationale 1, où il y a 7 matchs ce mois-ci. 7 matchs, quand même. Donc, ça tourne plus que la Pro B et la Jeep Elite, quoi. Et on se demande d'ailleurs pourquoi on joue et s'il y aura des montées et des descentes, parce que la N2, c'est bouché, et la Pro B, c'est à l'arrêt comme la Jeep Elite, quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Apparemment, la Pro B va jouer les matchs en retard. Là. Je pense que ce qui a été défini, c'était que sur la prochaine tranche, ce soit les matchs de Pro B en retard qui vont se jouer pour essayer Oui, mais de rattraper. est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut arrêter avec, pardon, juste, hein, mais on va jouer les matchs en retard. Parce qu'en fait, Qu'est-ce que tu non, veux non, que je te mais dise il y avait un calendrier qui était établi. On joue pas des matchs en retard, on joue des matchs en fait. Ça, c'est une autre décision aussi. Parce qu'on prend du retard sur les matchs qui étaient déjà établis et voilà, pardon. Bien sûr. Il y a aussi cette notion, que dans certaines compétitions, c'est tu peux pas jouer un match parce que tu as des cas et tu peux pas jouer un match. Tu t'avances et le match il est terminé et puis tu passes à la suite et tu joues ce qui reste. Ah oui, il y a une décision à ce niveau-là. Effectivement, après, il y a un cadre légal malheureusement, mais ça on pourra aborder peut-être dans un autre épisode Pour en revenir, à venir. Mais pour en revenir au sujet de Pau. oui, pour en revenir à Pau, justement, moi, je voulais parler de Pau, comment ils allaient se positionner au niveau européen. Je pense qu'ils ont tout intérêt à jouer la carte sur la Champions League, où il y a des investisseurs américains qui sont arrivés l'année dernière aussi à la FIBA Europe, donc un gros groupe qui s'appelle JCBH LP. C'est les ex de Warner Entertainment. Hein. Donc voilà, ils ont des moyens et ils vont développer la Champions League. Quid de l'Euroleague, quid de la récession économique sur les pays de la Méditerranée. Donc la Turquie, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, voir comment ces clubs-là, enfin comment ça pourrait Russe, regarde le impacter les Kimki. clubs. Ouais, voilà. Regarde le Donc Kimki là. quid de la récession économique aussi et sur les clubs de l'Euroleague. Hein. Donc à voir. De toute façon, je pense pas que le Pau puisse s'inscrire en Euroleague. C'est pas dans la logique de marché de l'Euroleague qui en fait prépare le terrain et veut ouvrir des franchises à Paris, à Londres pour préparer le terrain de la NBA. Si un jour il y a une division NBA Europe, on ne sait Ouais, pas. complètement.
parce qu'il y a déjà eu la NFL a déjà testé le marché européen. Ils sont plantés, mais c'est la NFL. C'est pas la NBA. La NBA, c'est autre chose. Ils le testent tous les années avec des matchs de saison à Londres, à Paris. Et voilà. Donc, l'Euroleague prépare ça parce qu'il prépare le terrain pour la NBA. Juste pour compléter, la NFL est tous les ans à Londres, hein. Normalement, hors Covid. Oui. Ils sont tous les ans à Londres avec plusieurs journées consécutives entre octobre et novembre. Et moi, j'y suis allé 3 fois consécutives. Et c'est blindé. C'est blindé. Tous les matchs sont remplis. Ils remplissent à Wembley. Wembley, c'est rempli à ras-bord, quoi. Mais les données du marché européen ne sont pas à la même échelle que la NBA, forcément. Là, on est sur un phénomène micro vraiment propre à l'Angleterre qu'ils n'arrivent pas à dupliquer. Ils ont essayé vraiment de dupliquer le marché sur la Hollande, sur l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne surtout. Mais on voit que vraiment les pays, pour s'implanter pour les Américains, pour un modèle de ligue nord-américaine, c'est vraiment les pays d'Europe du Nord. Ça va être l'Angleterre, ça va être l'Allemagne, ça va être pourquoi pas Paris, pourquoi pas Amsterdam. Mais après, c'est très difficile. C'est pas les latins, quoi, c'est les anglo-saxons. Exactement. C'est vraiment les anglo-saxons, les germaniques qui correspondent plus au modèle nord-américain. Dans la manière de travailler la valeur perçue sur un marché, quoi. Donc, on approche de l'heure de podcast, de l'heure d'émission. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Thomas, Fred, Vince, sur le cas de Pau, ou est-ce qu'on a bien fait le tour et est-ce qu'on se donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un peu plus d'informations sur la Jeep Elite et le futur du championnat français? Je te dis, moi, ce qu'on attend maintenant pour Pau, c'est quel va être l'investissement en dollars sur Pau, quoi, parce que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui dans le basket français. Et on voit le budget de l'Asvel, il est monstrueux par rapport au reste, et l'Asvel est devant. Donc, s'ils apportent des capitaux intéressants, ça va forcément faire un bon à Pau. C'est obligé. Attention à la comparaison avec l'Asvel. L'Asvel, c'est structuré de Bien sûr. malade. Voilà. Oui, Donc, c'est pas juste des capitaux, c'est des capitaux, mais structurés vraiment. Après, hors la société d'économie mixte, voilà. Et les problèmes financiers, le reste du club, je pense, a des bases. Est-ce qu'ils sont tournés sur la formation, Pau, par exemple, tu vois? Pau est quand même un centre de formation, une équipe. C'est d'ailleurs parce qu'il plombe le budget, mais il y a une grosse part du budget qui part dans le centre de formation, qui est quand même reconnu en France. Qui part à la section Pau Nord-Est, c'est ça? Ouais, absolument. Ils ont renouvelé leur convention pour 10 ans, il y a peut-être 1 ou 2 ans. Enfin bon, après, derrière, oui, de toute façon, il suffit de quelques millions, hein, et c'est pas grand-chose justement pour des investisseurs qui visent la NBA, dans 4 ans. Hein. Donc ça, voilà. Après, pour revenir sur l'Asvel, oui, l'Asvel, c'est vraiment un investissement qui a fonctionné. Parker y allait graduellement. Il a appris de ses erreurs au PBR. Il avait mis 10% en février 2009. Il a rajouté 10% en plus en juin 2009. Puis après, il a attendu 5 ans pour acheter les parts à Gilles Moreton et arriver avec des actionnaires minoritaires comme Bruno Rousset, Jacques Gaillard et Gaëtan Muller. Batum qui est arrivé après. Il a ouvert le capital en 2016 pour Corey Maggetti et Michael Finlay aussi. Donc, il y a plein de parties prenantes. Et puis, ça a été graduel. Ça a été au fur et à mesure. Puis après, 2019, l'OL Group qui prend 25%. Puis, un an plus tard, prend 33% dans le capital. Donc, tu donnes une dizaine d'années à un projet comme Pau pour vraiment, si tu as des vraies motivations de structurer un club. De toute façon, en France, tu n'as pas le choix t'as pas le choix. Il faut un investissement. Ça se travaille sur plusieurs années, sur de nombreuses années. Et en plus, il faut pouvoir trouver le modèle économique pour que ça soit rentable. Voilà, donc ça, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Voilà. Moi, je pensais vraiment que ça serait North Rock et vraiment le groupe d'investisseurs un groupe investisseur de North Rock qui est un cabinet avec lequel travaille Tony Parker et il a placé Johan Sangaré. Je pensais vraiment que c'est eux qui allaient miser sur du basket français. Peut-être qu'ils viendront plus tard. Mais voilà, là, il y a des investisseurs américains qui arrivent dans le sport français en général, parce qu'on l'a vu dans le foot, à l'OM, à Toulouse et ailleurs aussi.
voilà. Après, ça peut être aussi des investisseurs étrangers, ça peut être aussi une guerre géopolitique. On le voit avec le Bahreïn et le Qatar, par exemple. Donc, on va voir. Il y a plein de... Il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas forcément. On est un peu dubitatif pour l'instant, mais on verra, comme l'a dit Fred, combien ils vont mettre. Et puis, sur 4 ans, s'ils ont la patience, déjà de faire la période, le bail de 4 ans, quoi. Surtout ça. Thomas, du coup, à toi la parole pour clôturer cette émission. Qu'est-ce que je peux dire de plus après tout ce qu'on dit, Fred et Vince? Là, je crois que si après ça, on n'est pas complet, on le sera peut-être jamais. Mais non, Ouais. pendant qu'on en discutait, je m'intéressais un petit peu à la fortune de Pitino et de Mashburn. La fortune de Pitino est estimée à 45 millions de dollars et les gains en carrière de Jamal Mashburn sont à 75 millions de dollars. Alors, ils ne mettront pas de leurs fonds propres, mais ça peut aussi être une garantie financière derrière le groupe, qu'on a des personnes avec les reins potentiellement solides. Et en cas de... Juste pour compléter, Mashburn, il s'est aussi tourné après sa carrière sur des investissements. Hein. Il a fait fortune après sa carrière aussi. C'est pas juste sur des gains de carrière. Il a réutilisé tout ça pour faire tourner son petit pactole. Fred, Juste pour vas-y. De toute façon, il se. Vas-y, Vincent. Je voulais juste dire, c'est David Otto, surtout le plus gros financier dans l'histoire. Et c'est lui qui veut reprendre vraiment la franchise de Seattle. Il a fait fortune dans la restauration et puis aussi pareil dans des projets d'investissement, dans du conseil. Voilà, c'est un avocat en affaires à la base, donc il a fait fortune. Et c'est vraiment lui qui veut vraiment avoir la franchise de Seattle, des Seattle Supersonics, qui veut la faire renaître de ses cendres. Et c'est vraiment lui qui est à la tête de ce modèle aussi de token. Donc voilà. Il y a et on en parlera peut-être une autre fois, mais peut-être qu'on demandera à la partie post-ordering d'en parler, mais c'est un modèle aussi qui est étudié par la NBA depuis l'année dernière, hein, il me semble. Alors ça, j'ai pas l'information. Bon, bah, on vérifiera tout ça. Fred, tu voulais dire? Je voulais dire, bah voilà, regarde, on vient d'en discuter à 40-45 minutes. C'est un coup de projecteur énorme et tout le monde se pose la question et tout le monde va se dire est-ce que ça peut marcher? Et tout le monde va être attentif à est-ce que ça va marcher ou pas. Et si ça marche, ça devrait prendre. Donc voilà, je pense que Pau peut revenir assez haut, assez vite si ça prend. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup d'avoir participé à ces deux sujets, les Américains dans le basket français, sur, on va dire, depuis les années, fin des années 80 jusque 2020, et puis sur tout ce dossier de Pau, là, tous les éclairages qu'on a pu donner. J'espère que ça sera quelque chose qui vous passionnera de pouvoir écouter toutes ces informations et que vous allez pouvoir vous pencher un peu plus sur le cas de Pau et de suivre un petit peu l'évolution de ce club sur les 4 prochaines années. Voilà. Chers amis auditeurs, on vous dit à très vite. On espère revenir beaucoup plus rapidement qu'on ne vous a laissé patienter depuis le dernier épisode sur Victor Wembanyama et la formation. On se dit à très très vite. À bientôt. Salut tout le monde. Salut. Salut. Salut.